Le collectif Manifeste Rien, c'est une compagnie de théâtre marseillaise. Et une large partie de notre répertoire est constituée d'adaptations d'œuvres de sciences humaines. Donc des œuvres d'histoire, de sociologie, d'anthropologie, qui sont adaptées sous des formes de solos au théâtre pour partager ces outils avec le plus grand nombre. Pour revenir au concept de la cité, au concept de la ville. Dans ces pays de langue d'oc, la prospérité a teasé la convoitise des rois de France là-bas au nord, donné du souci, oulolo, au pape de Rome. Et aucun pouvoir central ne pouvait y revendiquer le contrôle ou l'unification politique. Pour que jamais ces emporte-pièces, une fois qu'on les avait créés, soient des spectacles au rabais, on a pris un minimum de choses, c'est-à-dire un plateau, une comédienne, un texte. Voilà, et basta. Et ça peut jouer absolument partout. Quand ensuite nous avons commencé à jouer ce répertoire-là dans les théâtres, et notamment au théâtre de l'Anche, ils ont accepté la formule totale, c'est-à-dire le spectacle, le débat et l'entrée libre, pour justement garder cette idée de renouer avec un théâtre populaire. Eh bien, ce sont les troubadours, ces chevaliers maniant la plume et l'épée, qui enlevèrent au monastère le privilège de l'écrit. Il n'y a pas que vous qui savez lire. L'univers troubadourinque reposait sur deux valeurs essentielles. L'argüenza, générosité, dépenses sans compter, faste princier, des mains percées, quoi, hein, en opposition au principe d'accumulation bourgeoise, là, comme ça. Et le parage. N'importe quel paysan pouvait se faire reconnaître par la voix du troubard comme l'égal d'un grand seigneur. Nous ne faisons pas de vulgarisation. C'est-à-dire que oui, le but est de transmettre des outils au plus grand nombre, mais nous ne simplifions pas la complexité sociale, historique. Nous sélectionnons quelle partie de l'ouvrage il faut transmettre. On travaille beaucoup à partir d'improvisation, etc. Mais sur les emporte-pièces, on garde le texte. Donc à part certaines petites impros ou certains pics, je veux dire, c'est que le texte de l'auteur, donc c'est que le texte d'Alesside Lombria, là pour le coup, ce que je dis. Et même quand c'est des personnages qui sont incarnés, ce sont des archives. Donc je ne change rien. Il vient d'obtenir la paix avec l'Espagne. Donc, il a de nouveau les mains libres. Et plein de temps libre pour régler le problème marseillais. Alors Louis XIV décide de se rendre lui-même en Provence pour mettre Marseille au pli. 6000 soldats pénètrent dans la ville. Tu as vu? Ouais, là j'ai vu. Qu'est-ce qu'on fait? On fait rien, on dit rien, on s'arrache. La porte réale, donc devant laquelle les rois devaient jurer le respect, est abattue. Dans le même temps, on fait construire la citadelle Saint-Nicolas et le fort Saint-Jean avec des canons tout neufs braqués sur la ville. Ces œuvres de sciences sociales, on est toujours un peu sur les mêmes thèmes de domination, de comment le peuple va être manipulé de manière à ce qu'il soit lui-même, si vous voulez, son propre bourreau. C'est quelque chose qu'on essaye de mettre à jour avec ces emporte-pièces. Ces questions de rapport de domination par rapport à un État et une ville ou une culture officielle et une culture minorée, j'avais étudié ça par rapport aux Indiens d'Amérique, à l'histoire populaire de Wardin. Je me suis aperçu à quel point j'étais loin de ma propre culture. C'est-à-dire à quel point j'y étais proche dans la manière de vivre, parce que je crois que les Marseillais sur le monde méditerranéen peuvent retrouver des formes de communication qui leur sont communes, mais d'où vient cette manière de communiquer, d'où vient cette identité refoulée ou affirmée, toute cette histoire-là, historique et culturelle, je me suis aperçu que je ne la connaissais absolument pas. Et au fur et à mesure que je travaillais en lisant sur les strates
de l'histoire marseillaise, j'ai compris d'où venait mon propre rapport à la ville et ensuite le propre rapport de la ville au reste de la France. Mais un nouveau culte occupait maintenant la place publique. La nation. Mais derrière cette conception officiellement neutre, se cachait un impérialisme culturel hérité de la monarchie absolue. Ce que Marseille refusait. Alors si, en 1791, les clubs parisiens de la Révolution française là, proclament que Marseille donne de grands exemples, que Robespierre lui-même se dit dévoué jusqu'à la mort à la cause de Marseille. Et bien 2 ans plus tard, ces mêmes clubistes proclament que la masse même des patriotes du Midi n'est pas à la hauteur de la République. Et l'un d'entre eux finira même par conclure que Marseille est incurable. À moins d'une déportation de tous ses habitants, d'une transfusion d'hommes du Nord. Ce traitement particulier qu'ont les Marseillais, ils le ressentent encore très fortement aujourd'hui. Donc cette phrase-là, évidemment, fait encore écho à la manière dont ils sont traités de par les médias. Il fallait construire un peuple français. Et pour inventer ce peuple français, il fallait rendre homogène ce qui avait toujours été hétérogène. Il fallait unifier ce qui avait toujours été varié. En janvier 1794, les commissaires de la Convention qui gouverne alors la France décident d'arrêter le nom de Marseille. Elle devient la ville sans nom. De incontrôlable, Marseille était devenue innommable. Je trouvais que c'était un spectacle qui était magnifique, chargé plein de messages, qui est à voir et à revoir. Le débat maintenant, c'est on part de là et qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. C'est intéressant, ça évite de lire le livre. Les mettre en voix avec un acteur, je trouve ça très judicieux. J'ai appris beaucoup de choses sur Marseille et j'ai même appris ce que c'était que d'être Marseillais. Quelle intégration est proposée aux enfants d'immigrés? Quelle mémoire commune leur offre-t-on? Comment des jeunes nés à Marseille vont s'en approprier la mémoire quand tout est fait pour l'effacer?